à tous et bienvenue dans ce webinaire Actualité sociale du mois de juillet. Je suis avec Fabrice et Coralie. Comme d'habitude. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Ah ben alors, honneur aux dames. Hein. La Et classique. bonjour à toutes et à tous. Dernier webinaire avant la grosse période de congé, je vous le souhaite. Donc, Coralie Letty, je suis avocate et collaboratrice au sein du cabinet Capstan, rattachée au bureau de Marseille en particulier, même si Capstan, vous le savez maintenant, c'est 11 bureaux répartis en France. Notre quotidien, c'est d'accompagner les entreprises, quel que soit le secteur d'activité et la taille, dans toutes les interrogations du quotidien, de l'embauche jusqu'au licenciement. On délivre aussi, bien évidemment, des formations en entreprise ou à distance. Et vous le savez, ma petite particularité, j'aime particulièrement en faire, c'est les audits. Voilà. Bonjour, Fabrice Caravade, donc avocat associé au même bureau de Marseille. On vous parle du sud de la France où il fait plutôt chaud aujourd'hui. Donc Coralie vous a tout dit. Capstan, c'est effectivement un cabinet national et je dirais même international par le biais d'une alliance Ius Laboris qui permet de fournir des prestations de droit du travail aussi à l'étranger ou à des sociétés et des groupes étrangers en France. Et Capstan, c'est le droit du travail à 360 degrés et essentiellement en conseil. Et dernier point, je fais un petit peu ma pub, je vais vous glisser un lien en cours de webinaire à une plateforme c'est un nouveau service que nous lançons qui vous permet d'évaluer un abonnement au cabinet, voire même d'y souscrire en ligne, ou en tout cas d'être contacté par le cabinet si vous le souhaitez pour plus de renseignements, puisque c'est notre méthode de travail. Cet abonnement nous permet d'être au plus près de vos besoins, de vous connaître bien et d'être force de proposition pour vos RH. Donc voilà, je le ferai en cours de webinaire. Génial, et bien merci à tous les deux. Et donc moi je fais l'instant promo un peu. Donc moi c'est Géraldine Ratry, responsable marketing chez QuickMS. Et donc QuickMS c'est une start-up et on a deux logiciels. Le premier qui s'appelle Graphic et qui est une BI RH et qui a été créé pour vous accompagner à automatiser tous vos rapports légaux. Et faire du pilotage RH. Et le deuxième outil qui s'appelle Crew et qui a été créé pour piloter la performance de vos collaborateurs et qui permet de faire des entretiens, de digitaliser tous vos entretiens professionnels, individuels, etc. De piloter la formation, de piloter les enquêtes, etc. Allez, on a fini pour la petite partie promotion. Je vais partager le document qui va nous servir de base pour l'actualité sociale. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Très bien. Allez, et ben c'est parti. Je laisse la parole à qui? À Fabrice ou à Alors, Coralie? à moi. C'est pour ça que je laisse la parole à Coralie au début, parce qu'après, c'est moi qui commence à parler. Donc comme ça fait un équilibre. Alors, je commence avec cet arrêt, effectivement, de la Cour de cassation chambre civile du 27 juin 2024 qui concerne les contrôles URSSAF. Alors, les contrôles URSSAF, c'est jamais une bonne nouvelle. Et malheureusement, très souvent, lorsqu'il y a un contrôle URSSAF, c'est un peu la même chose pour les contrôles fiscaux. Parfois, on manque de réponses bien fondées sur le fond, donc on essaie de se raccrocher à la procédure. C'est ce qu'a fait une entreprise dans cet arrêt, où elle est allée chercher une solution dans une règle que connaissent bien les personnes qui manient les contrôles URSSAF, qui est une règle qui concerne un accord tacite de l'URSSAF par rapport à des pratiques de l'entreprise. Donc concrètement, il y a une disposition légale dans le Code de la sécurité sociale qui aboutit au fait que un cotisant peut se prévaloir du fait que l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle, aurait admis tacitement certaines pratiques et donc le cotisant peut dire « vous les avez admises, donc vous n'allez pas me redresser maintenant dessus ». Cette acceptation tacite, à partir du moment où l'URSSAF en a eu connaissance et a donc décidé finalement de ne pas redresser lors de leur précédent contrôle, cette acceptation tacite vaut jusqu'à décision contraire, cette fois expresse, de l'URSSAF. Dans cette affaire, c'est ce qui s'est passé, sauf que à la suite d'une décision contraire à une acceptation tacite, le contentieux a été porté sur un nouveau redressement, donc, fait par l'URSSAF
à l'égard de la société. Et dans ce contentieux, la société a eu de gain de cause puisque le redressement a été annulé. Là-dessus, l'entreprise a un nouveau problème avec l'URSSAF et vient soutenir l'argument suivant en disant l'URSSAF ne peut pas me redresser parce que la décision contraire à son acceptation tacite a finalement été annulée par l'annulation du contrôle que j'ai obtenu précédemment. Donc l'argument était plutôt malin, il est de dire, puisque une annulation par le juge du redressement annule tout et remet, c'est le principe d'une annulation en droit, et remet les choses en l'état antérieur, eh bien cette annulation du redressement a aussi annulé la décision contraire à l'accord tacite dont je bénéficiais, donc je peux toujours me prévaloir de cet accord tacite. Donc vous voyez le jeu du cheminement. Là-dessus, la Cour de cassation aboutit à une solution qui n'était pas si évidente que ça, puisque comme je le disais, une annulation en principe remet les choses en état, donc l'argumentaire de l'entreprise était plutôt malin, mais la Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille va plutôt favoriser l'URSSAF, puisqu'elle nous dit que la notification d'une décision de redressement par l'organisme, donc qui prive d'effet pour l'avenir son accord tacite antérieur, eh bien, quand bien même ce redressement a été annulé, eh bien, la décision contraire demeure. C'est-à-dire que donc la Cour de cassation dit il y a une décision contraire, il y a une décision contraire, peu importe si cette décision contraire est ensuite annulée, parce que le redressement est annulé par le juge, il y a bien une décision contraire. Donc, d'après les termes du Code de la Sécurité sociale, cela suffit à remettre en cause l'accord tacite précédent. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les cotisants, parce que ça enlève un argumentaire, celui que voulait évoquer l'employeur, le cotisant dans ce dossier. Mais donc, la Cour de cassation nous dit que finalement, l'annulation du redressement et de cette décision contraire ne la prive pas de son effet de remise en cause de l'accord tacite. Donc, il y a une espèce de dichotomie qui est créée par la Cour de cassation dans les effets du jugement. C'est pas parce que un juge a annulé un redressement et cette décision contraire donc, que cette décision contraire, elle serait annulée à moitié, on va dire. Elle ne perd pas, néanmoins, son effet de remise en cause de la décision tacite. Sur un plan juridique, c'est plutôt discutable, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt du 27 juin 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Alors, non, on n'a aucune question sur... quelqu'un qui est en train d'écrire, donc on va laisser juste 30 secondes voir si c'était bien une question. Ou juste un bonjour. Ou juste non, elle a déjà dit Mona bonjour. D'autres une question? Suspense. Bon, sinon on pourra y revenir si nécessaire. Non, Géraldine, elle a envie d'attendre. Non, ça Ah, ça y est. Voilà. Alors, Mona, elle dit qu'elle ne trouve pas cela si discutable. L'accord tacite de l'URSSAF est détruit par la notification. Je pense que moi, ce que je trouve discutable, c'est que la Cour de cassation, elle divise les effets d'un jugement d'annulation. C'est-à-dire, elle dit le jugement d'annulation du redressement et donc de la décision contraire de l'URSSAF, finalement, il y a une partie de ces effets que j'annule, puisque j'annule le redressement, et une partie de ces effets que je n'annule pas, c'est-à-dire son effet de remise en cause de la décision contraire. C'est juste ça que je dis, c'est-à-dire que juridiquement, je trouve quand même que c'est pas si évident que ça, même si je comprends la logique. Après, je dirais, on peut en débattre, hein, mais il n'en demeure pas moins que je pense que l'essentiel sur un raisonnement pratico-pratique, c'est de retenir de ce qui est dit par la Cour de cassation. Et en tout cas, c'est cette jurisprudence qu'il faut avoir en tête désormais. Ok, a priori, la notification est un fait qui n'est pas annulable. Du coup, c'est pour ça que... Mais... on peut en débattre longtemps, encore une fois. La notification n'est pas un fait, c'est un acte juridique. Voilà.
Ok. Effectivement, c'est des notions qui sont un peu complexes et oui, Audrey, c'est pas facile à comprendre. Je crois le mieux, c'est de contacter le cabinet si vous avez un redressement. Allez, petit focus sur l'évolution des vérifications de conformité qui sont faites par les OPCO dans le cadre d'une prise en charge pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Vous savez, ça va pas mal évoluer à partir du 1er août de cette année, puisque jusque-là, on connaît le contour des vérifications de conformité qui sont faites par les OPCO. Jusqu'à présent, c'est l'âge de l'apprenti, l'éligibilité à l'apprentissage de la formation, qui va être le maître d'apprentissage, puisque c'est justement sur cet aspect-là en particulier du tuteur que les réclamations, que les contestations en justice se forment, puisque bien souvent, on va regarder si la personne est bien salariée de l'entreprise, si son parcours professionnel lui permet d'être considéré comme un véritable tuteur. On va aussi observer la rémunération minimum qui est perçue. Tout ça, ça ne bouge pas. C'est toujours des vérifications qui sont faites. Par contre, pour tous les contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à partir du 1er août 2024, il y a des vérifications supplémentaires qui seront faites par l'OPCO. En particulier, on va s'assurer que l'employeur ne fait pas l'objet d'une procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis. Là, c'est forcément hyper particulier, c'est lorsque il y a une autorité administrative et plus particulièrement l'inspection du travail qui aura émis une opposition à engager, donc une interdiction à engager un apprenti. C'est quelque chose qui reste assez exceptionnel, mais il faut pouvoir en tout cas le contourner si la situation se présente. On va également vérifier à compter du 1er août 2024 si l'organisme de formation a toutes les habilitations nécessaires pour préparer l'apprenti à l'acquisition, à l'évaluation et surtout l'aptitude à occuper tel ou tel poste pour obtenir la certification professionnelle. Et en dernier lieu, on va vérifier, on va s'assurer que l'organisme de formation a bien la certification Calliope. Et le texte nous dit sauf dispense, donc c'est une précision intéressante parce que non, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir la certification Calliope. Par contre, tout organisme qui se dit organisme de formation devra détenir ce qu'on appelle le NDA, donc c'est le numéro de déclaration d'activité. Donc si on réalise des prestations de formation professionnelle, on doit nécessairement par contre déposer cette déclaration d'activité au service régional de contrôle de la DRETS. Et c'est en détenant cette certification qu'on peut justifier de notre qualité de formateur. Attention au niveau des sanctions, le texte le rappelle, lorsque l'une de ces conditions, donc celle antérieure et celle applicable à partir du 1er août, lorsque l'une de ces conditions manque, forcément, l'OPCO refusera la prise en charge du contrat d'apprentissage. Et au-delà, ce n'est pas simplement l'apprenti qui peut dénoncer, puisque c'est bien plus large que ça, c'est toute autorité ou administration, ou bien évidemment un autre OPCO qui va pouvoir déceler, enfin à tout le moins dénoncer les manquements et irrégularités que l'on trouve dans ces contrats d'alternance. Donc voilà, c'était un petit focus parce qu'il faut être vigilant dans la mesure où cette entrée en application tombe en plein été. Faut pas louper le coche pour la rentrée, surtout si vous avez des embauches de cette nature qui se pratiquent à compter d'août ou de septembre. Et voilà, pour cet aspect-là. Ok, Coralie, on a une question. Est-ce que côté entreprise, cela ne change rien du coup ? Alors, si je comprends bien la question, enfin, ça va rien changer. C'est à vous de marquer une certaine vigilance par rapport à toutes les mentions. Sauf si refus, vous n'allez pas pouvoir embaucher Enfin, si vous voulez les aides, ça va être compliqué. L'OPCO va émettre un refus et ça va émettre un blocage pour vous pour finaliser l'embauche de cet apprenti. Donc, s'il devait y avoir un refus qui serait régularisable, moi, je vous conseille de vous rapprocher
l'OPCO ou de l'inspection en fonction de la situation pour justifier et à tout le moins démontrer que tout est en règle de votre côté. À voir d'où vient l'irrégularité surtout. Ok. Voilà. Ça marche, et bien merci. Et ben on passe au prochain. Fabrice, c'est à toi du coup. Voilà, je réouvre mon micro pour reprendre la parole sur ce sujet de cet arrêt du 26 juin 2024 concernant la séparation des pouvoirs. Donc, c'est un sujet qui revient régulièrement. Ça nous paraît toujours utile d'attirer votre attention là-dessus parce que c'est souvent un axe de débat et de défense côté employeur lorsqu'on se retrouve devant le Conseil de prud'homme. Dans un cas où il y a eu une décision de l'administration du travail, donc une décision administrative. Donc c'est souvent un axe que d'aller chercher cette question de la séparation des pouvoirs pour dire, attention, le Conseil de prud'homme ne peut pas juger de cette question parce qu'il y a ce principe de séparation des pouvoirs, ça relève de l'administration et donc de l'ordre administratif et non pas de l'ordre judiciaire. Une illustration dans cet arrêt du 26 juin 2024, une illustration de plus que celle qu'on a déjà dans la jurisprudence. Donc, dans cette affaire, le dossier était celui d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un PSE, assorti d'un plan de départ volontaire. Dans le cadre de ce plan de départ volontaire, donc dans un motif économique, dans un contexte économique, sont partis volontairement 2 salariés représentants du personnel. Ils ont donc accepté ce plan. J'oserais dire encaisser les sommes liées à ce plan, sont partis de l'entreprise, et puis finalement, tout cela, donc c'est le nœud du problème, évidemment, sur autorisation de l'inspecteur du travail, puisqu'ils sont salariés protégés, et puis ils sont ensuite venus saisir le juge, le Conseil de prud'homme, en contestant le motif économique de la rupture, aussi d'ailleurs la problématique du reclassement, alors que pourtant c'était un plan de départ volontaire, et sont venus donc dire ça doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc je rappelle, ils ont eux accepté ce plan de départ volontaire et ça a été autorisé par l'inspecteur du travail compte tenu de leur statut. L'employeur, à très juste titre, a soulevé la séparation des pouvoirs et la Cour de cassation prend la position suivante. Alors d'abord, elle se fonde, je trouve toujours intéressant de le noter, on va faire un petit peu d'histoire sur le principe de la séparation des pouvoirs, qui date quand même de la loi du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor en 3. Donc ça date pas d'hier quand même, cette notion de séparation des pouvoirs. Et se fondant donc sur ces règles-là, qui sont toujours dans le corpus juridique en France, donc la Cour confirme qu'effectivement, la Cour d'appel s'est trompée en acceptant de reconnaître la compétence du Conseil de prud'homme à recevoir ces demandes, et elle dit qu'effectivement, alors qu'elle a constaté qu'il y avait des décisions d'autorisation de l'inspecteur du travail, la Cour a violé le principe de séparation des pouvoirs. Ces demandes-là ne peuvent pas être traitées par le Conseil des prud'hommes parce que la séparation des pouvoirs s'y oppose. Donc voilà, pour cet arrêt, c'est quand même un rappel, à mon avis, toujours intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un axe de défense qu'il faut toujours avoir à l'esprit, à mon avis. C'est ce réflexe-là dont je voulais parler en fait ce matin. Il faut toujours avoir l'intention, l'idée d'aller chercher cette notion dans les cas où il y a une décision de l'administration du travail dans un dossier. Je ne rentre pas dans la subtilité, il y a des cas où la séparation des pouvoirs ne va pas vous protéger à 100%, mais c'est souvent un élément intéressant et donc c'est une illustration ici. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Alors, il n'y a pas de questions. Je pense que juste Mona a fait une remarque juste sur l'arrêt précédent. Mais il n'y a pas de questions. Du coup, je pense qu'on peut passer au... Je pense qu'effectivement, si Mona veut me contacter et qu'on en parle après, on verra. Allez, Coralie, c'est à toi. Allez, Fabrice, tu me fais rire.
Autre sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui fait l'objet de précisions intéressantes. Souvenez-vous, on remonte à quelques mois en arrière avec la loi du 9 mars 2023, applicable depuis le 1er novembre 2023, qui impose une fois de plus à l'employeur des nouvelles obligations en matière de transmission d'informations au moment de l'embauche d'un salarié ou pour tout contrat en cours au moment où cette loi est entrée en vigueur. Alors, bien souvent en pratique, lorsqu'il s'agit de mettre en lumière les informations que l'employeur doit communiquer aux salariés sur la relation de travail, on nous rétorque, mais finalement, toutes ces informations sont contenues déjà dans l'acte contractuel, dans le contrat ou un avenant. Oui, c'est possible. On nous dit encore finalement que la plupart de ces informations, elles sont réunies dans le cadre de la DPAE. Oui, encore une fois, mais c'est pas toujours un élément que les employeurs transmettent aux salariés. Et puis, encore une fois, on nous dit dans les bulletins de salaire, pour tout ce qui a trait à la rémunération, aux primes ou autres, elles y figurent. Oui. Pour autant, la volonté du législateur ici, c'est de véritablement renforcer cette obligation d'information principale et d'information complémentaire. Et ici, on voit, quand je dis que ça ne date pas d'aujourd'hui, forcément dans vos pratiques, vous avez dû faire évoluer et vous assurer que toutes les informations minimales figurent. Pour autant, ça m'arrive encore aujourd'hui de voir des contrats de travail qui ne sont pas complets. Et quand je demande si une information a été faite par le biais de tout autre moyen, un écrit, quelle que soit la forme, on me dit « je ne l'ai pas fait ». Alors, il n'est jamais trop tard pour régulariser. Maintenant, je trouve intéressant de revenir sur le sujet puisque depuis le 3 juin 2024, par arrêté ministériel, vous avez à disposition des modèles réglementaires qui vous permettent de tout de suite mettre en forme ces obligations-là, sous couvert bien évidemment de les personnaliser et de les adapter au cas par cas pour chaque salarié. Alors, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, bien évidemment, tous les employeurs sont concernés par cette obligation, à l'exception des particuliers employeurs pour les cas de figure où les salariés ne travaillent sans dépasser 3 heures par semaine. En ce qui concerne les modalités d'envoi des informations, vous l'avez compris, je l'ai un petit peu mis en lumière, vous devez absolument conserver un écrit par devers vous pour pouvoir démontrer que vous avez bien transmis l'ensemble de ces informations. Cet écrit doit bien évidemment conférer date certaine. Dans l'hypothèse où il y aurait une contestation devant le CPH, j'y reviendrai. Alors, par écrit, vous pouvez le faire sous tout format papier, format électronique, bien évidemment, si le salarié peut y avoir accès. Alors, où vous pouvez trouver les modèles, je vous glisserai le lien une fois que j'aurai terminé. En fait, c'est directement sur Légifrance. Vous téléchargez l'arrêté du 3 juin 2024. Je vous glisserai le lien une fois terminé. Et vous verrez, vous avez 4 annexes. Donc, des annexes bien spécifiques en fonction des informations que vous devez communiquer selon les délais. Parce qu'il y a des informations qui doivent être communiquées dans les 7 jours qui suivent l'embauche, d'autres au plus tard dans les 30 jours qui suivent. Et vous le verrez, c'est bien naturellement des informations qu'on retrouve, les 8 informations principales, par exemple, qui doivent être communiquées dans les 7 jours de l'embauche. C'est l'identité des parties, le lieu ou les lieux de travail, l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socio-professionnelle, enfin, c'est autant d'éléments quand même qu'on retrouve. S'il s'agit d'un CDD, la date de fin ou la durée prévue, la durée et les conditions de la période d'essai, les éléments qui constituent la rémunération, la durée de travail quotidienne. Voilà, somme toute des informations quand même qui caractérisent les bases de tout engagement. Alors, en particulier, le texte, je le rappelle, précise ce qu'il se passe en cas de défaut de transmission de ces informations dans les délais. C'est l'article d'ailleurs R1221-41 qui le rappelle. Si le salarié n'a pas reçu les informations donc précitées dans les délais prévus, il lui appartiendra en premier lieu de mettre en demeure l'employeur de lui communiquer les documents requis ou de les compléter s'ils ont été remis de manière incomplète. Et c'est qu'après coup qu'il ne pourra saisir la juridiction prud'homale pour obtenir cette communication. Alors, on ne va pas au-delà, on ne nous dit pas si finalement ce recours
pourrait s'arrêter simplement à la délivrance sous astreinte, pourquoi pas, de ces documents, ou s'il pourrait y avoir un grief. Je pense que tout dépend de quelle nature, de quel élément il s'agit. Si on parle de rémunération, c'est somme toute un peu surprenant dans le sens où il y a quand même des bulletins de salaire, et s'il y a des incompréhensions à ce niveau-là, forcément il y a un échange qui se met en place. Mais pour autant, je n'exclus pas, vu le coût que ça peut représenter d'agir en justice, je n'exclus pas que le salarié formule en parallèle une demande de dommages et intérêts. Donc attention à ce genre de pratique. Moi, je vous conseille effectivement de faire une espèce de photographie et d'audit si la période vous le permet, pour savoir s'il vous manque des éléments, et ça vous permettrait de régulariser ça dans vos prochaines termes de contrat. Voilà pour ce focus-là. Alors Jean-Yves me dit, est-ce que la mise à disposition est suffisante? Moi, très honnêtement, si je n'intègre pas l'ensemble de ces informations dans le cadre contractuel, je le ferai par le biais des annexes, donc les modèles que je vais vous transmettre. Et le mieux, c'est de faire signer le salarié pour vous assurer qu'il y a une parfaite connaissance et une parfaite remise, donc il ne pourra pas vous le reprocher par la suite. Et ça doit être une information personnelle. Donc, par définition, si vous mettez sur un espace sans qu'on puisse identifier que tel ou tel salarié ait pu en avoir accès, enfin, ça sera vraiment très difficile au plan probatoire. Et encore une fois, je préfère privilégier une information individuelle, personnelle, et que vous déteniez un document sur lequel le salarié aura apposé sa signature. Voilà. Alors, Patricia, au-delà des éléments indiqués dans le contrat de travail, faut-il indiquer ceux des accords d'entreprise? Oui. Il y a également, mais ça c'est déjà en pratique, tous les régimes obligatoires auxquels doivent être affiliés les salariés. Donc oui, la mention de la CCN, les accords d'entreprise doivent figurer également. Je vous glisse le lien. Comme ça, si vous avez des questions dans l'intervalle, on pourra y revenir même d'ici la fin de ce webinaire. Si ça vous va. Alors, merci Coralie pour toutes ces informations. Arrêtez. Du coup, on passe au prochain, le temps que Coralie... Tout à fait, pendant que Coralie glisse le lien, Allez, on va se diriger, nous, vers la suite, qui concerne la rupture conventionnelle, un arrêt que je trouve personnellement particulièrement intéressant parce que il n'est pas impossible qu'il permette d'apporter des solutions à pas mal de situations comparables à celles que je vais vous expliquer dans cet arrêt. Alors, dans cet arrêt, on parle d'une rupture conventionnelle et cette rupture conventionnelle, ce qui n'est pas très récurrent pour autant, a été attaquée, je dirais, par l'employeur pour dol, puisque l'employeur a estimé que le salarié lui avait caché une information importante. Donc, si l'employeur a fait ça, c'est que le délai de rétractation était passé, hein, puisqu'il a aussi ce droit à rétractation, comme le salarié, je le rappelle. Donc, l'employeur dit « j'ai subi un dol parce que le salarié m'a caché une information sans laquelle je n'aurais pas contracté, sans laquelle je n'aurais pas accepté la rupture conventionnelle ». Une rupture conventionnelle, c'est un contrat. Comme tous les contrats, cette rupture conventionnelle peut être mise en cause pour ce qu'on appelle un vice du consentement. On a déjà des exemples en jurisprudence de vice du consentement côté salarié, et notamment lorsque le salarié dit avoir subi des pressions, par exemple, on va appeler ça de la violence en droit, c'est à ma connaissance en tout cas la première illustration de l'autre côté employeur. Dans cette affaire, on parle concrètement de concurrence, c'est-à-dire que après coup, l'employeur a appris, donc après la signature de la rupture conventionnelle et le délai de rétractation, a appris qu'en réalité le salarié avait un projet professionnel qui était la création d'une entreprise du même secteur d'activité, donc concurrente, et ceci avec 2 anciens salariés de la société. Il y a dans ce dossier, alors je le dis parce que il y a eu une appréciation factuelle par les juges du fond, comme on dit, c'est-à-dire les juges de la cour d'appel, d'échanges de SMS, desquels les juges de la cour d'appel ont considéré qu'effectivement, il y avait la preuve du fait que l'employeur, puisque ces SMS ont été échangés lorsqu'il a appris cette information, après coup, il en est ressorti que l'employeur
n'en avait pas connaissance, n'aurait pas contracté s'il l'avait su. Et plus que ça, du texte des SMS, les juges du fond ont tiré que le salarié avait bien conscience que s'il avait donné cette information, il n'aurait pas obtenu sa rupture conventionnelle. Il tire ça d'un bout de phrase. Alors ça a dû se plaider longuement, parce que ce n'est pas si évident que ça quand même, mais c'est ce qu'ont fait les juges du fond. Et donc la Cour de cassation, elle vient se positionner là-dessus, alors que le salarié évoque un argument qui est de dire je n'ai en tant que salarié aucune obligation d'information légale particulière à donner à mon employeur, ce d'autant plus, quand je conclue une rupture conventionnelle, ce d'autant plus que je ne suis soumis à aucune clause de non-concurrence. La Cour de cassation avait donc finalement à se positionner en se disant est-ce qu'effectivement on peut faire peser une obligation finalement générale d'information alors même qu'il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire que le salarié peut, à défaut de clause de non-concurrence, et sous réserve d'avoir des actes de commettre des actes de concurrence déloyale, il peut aller travailler sans violer de clause, si elle n'existe pas, il peut aller travailler à la concurrence. Eh bien, la Cour de cassation dit oui, on peut retenir un dol parce que finalement, elle dézoome, je dirais, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller se positionner sur la question de savoir, question posée par le salarié, s'il y avait une obligation d'information particulière. Il y a une obligation, je dirais, générale en droit des contrats. On ne doit pas commettre de dol, c'est-à-dire le dol, c'est l'erreur provoquée, c'est-à-dire on ne doit pas volontairement masquer une information dont on sait qu'elle aboutirait à ce que le co-contractant ne contracte pas. Et effectivement, la Cour de cassation se base sur l'article 1137 du Code civil, qui est le fondement de cette notion de vice du consentement et cette notion de dol. Et confirme que par une interprétation souveraine, je reprends les termes, et exclusive de dénaturation, eh bien, la Cour d'appel a pu analyser les éléments de fait, en l'occurrence ce sont les SMS, c'est pour ça que je vous les expliquais, qui démontrent qu'effectivement, il y a eu une dissimulation volontaire d'une information, alors que le salarié savait que cette information aurait abouti à un refus de la part de l'employeur. Et donc, on peut en retenir que l'employeur peut évoquer un dol, alors ça sera toujours soumis à l'appréciation des juges, à l'appréciation des preuves soumises notamment, hein, ça sera absolument pas automatique, mais en tout cas la voie est ouverte, l'employeur peut notamment évoquer un dol, un vice du consentement, donc plus généralement, c'est assez cohérent, hein, puisque c'est un contrat, donc c'est une partie au contrat, mais en tout cas on a une illustration, et la Cour de cassation l'admet, dans un cas quand même intéressant, concernant une activité concurrente, et alors même qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence, dès lors qu'il ressort du dossier la preuve que l'employeur n'aurait pas contracté, c'est là où je dis que ça ne sera pas forcément automatique dans les dossiers, il n'aurait pas contracté la rupture conventionnelle, il n'aurait pas accepté s'il avait su cette information, eh bien, on est susceptible d'obtenir une annulation de la rupture conventionnelle, ce qui ici entraîne notamment le remboursement de l'indemnité versée. Et alors, l'arrêt ne le dit pas, mais logiquement, s'il y a annulation de la rupture conventionnelle, on pourrait même imaginer qu'il n'y ait pas de rupture du contrat de travail et que le salarié revienne à l'employeur, en tout cas qu'il soit attendu à son poste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Oui, du coup, pourrait-on alors obtenir d'un salarié un engagement à fournir toutes les informations nécessaires ? Oui, en ce qui concerne les informations sur les coordonnées, sur son adresse, oui, bien évidemment, ça, de toutes les manières, je vous invite à récupérer l'ensemble des données, donc que ce soit des coordonnées ou des justificatifs de domicile, preuves d'identité, tout ça, avant. Coralie, je pense que tu te trompes de question. Je pense que la question, mais vous me dites si c'est moi-même qui me trompe, portait sur le sujet de la rupture conventionnelle, parce que je vois que Marion dit sur le projet pro pour l'interrogation. Ah, pardon, excusez-moi alors. Voilà, donc je pense que c'est sur la question de la rupture conventionnelle. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Pose-toi des questions, réponds-y. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais essayer de répondre à celle-là. Je pense qu'il y a peut-être effectivement quelque chose à creuser. Pour tout vous dire, en lisant cet arrêt, c'était les réflexions que je me faisais. Au cabinet, nous préconisons souvent, en plus du CERFA, qu'on estime très souvent insuffisant pour garantir l'employeur,
de prévoir une convention de rupture en parallèle. Cette convention de rupture permet de traiter des sujets qui ne sont pas du tout traités par le CERFA, ou en tout cas pas correctement. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait de la clause non-concurrence qu'il y a dans le contrat de travail? Bon. Je pense qu'on peut effectivement imaginer stratégiquement plusieurs possibilités, mais pourquoi pas effectivement, dans cette convention, faire déclarer par le salarié, peut-être, ça a réfléchi en tout cas, mais j'avoue, je me suis posé la question, quelles sont ses intentions futures, ou en tout cas, et c'est peut-être à réfléchir dossier par dossier, une rédaction qui nous permettrait de pouvoir indiquer que notre consentement en tant qu'employeur pourrait être vicié. Par exemple, peut-être que l'employeur va dire, dans cet acte de cette convention de rupture conventionnelle, lui-même qu'il déclare au salarié qu'il accepte la rupture conventionnelle en partant de la considération, par exemple, que ce salarié ne va pas travailler ou ne va pas constituer une entreprise concurrente. Ou en tout cas, souligner des éléments en disant, sans ces éléments, enfin, si ces éléments-là existaient, je ne conclurai pas. Et ça pourrait faciliter la preuve du vice du consentement s'il s'avère que le salarié a menti. Peut-être ça peut être une solution pour venir se prémunir de la preuve, parce que dans cette affaire que j'évoquais, il y a des SMS. Peut-être dans une autre affaire, il n'y aura pas ça. Donc voilà, c'est une réflexion à mener, effectivement, de se dire, est-ce qu'on n'adapte pas la convention de rupture et d'un dossier à un autre, probablement différemment. Peut-être certains dossiers, ça sera totalement inutile, mais dans certains dossiers, peut-être effectivement se poser la question de dire comment je rédige ma convention de rupture pour souligner que sans tel ou tel ou tel élément, ou en cas de présence de telle ou telle information, eh bien, je ne conclurai pas la rupture conventionnelle, moi, en tant qu'employeur. Ça peut être une réflexion à mener. Ok. Il y a un débat sur le chat au sujet dans le contrat de travail modèle, il y en a qui ont inclus systématiquement une obligation de loyauté et de non-débauchage. Et dans cette clause, continue d'avoir des effets au moment de la rupture conventionnelle, si c'est dans la rupture, même si c'est une rupture conventionnelle. Oui, mais c'est pas tout à fait le même sujet. C'est-à-dire que certaines clauses, comme la clause non-concurrence par exemple, continuent à avoir des effets après le contrat, dont acte. Et donc, vous allez, par exemple, pouvoir reprocher au salarié le non-respect de cette clause. Mais c'est pas tout à fait la même question, même si les sujets sont proches. La question dont on parle sur la base de cet arrêt, c'est est-ce que, par rapport à un élément précis, je peux considérer qu'il y a un vice du consentement aboutissant à l'annulation de la rupture conventionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien avoir les moyens de reprocher à un salarié qui violerait une clause qui continue à produire ses effets, par exemple la clause de concurrence, et pour autant ne pas aboutir à l'annulation de la rupture conventionnelle. Donc, le même fait peut être exploité sur les deux sujets, mais ce sont pour autant des sujets un petit peu différents, en tout cas sur le plan juridique. On peut très bien avoir conclu dans plein de dossiers une rupture conventionnelle avec un salarié. On se rend compte ensuite, parce qu'on a maintenu cette clause non-concurrence, par exemple, qu'il la viole, on va l'attaquer pour ça, mais ça ne remet pas pour autant, nécessairement en tout cas, en cause la validité de la rupture conventionnelle. Donc voilà, les faits, on va peut-être pouvoir les exploiter dans un même dossier pour les deux raisons, mais juridiquement, ce sont quand même des sujets un petit peu différents. Okay. Là, l'arrêt porte vraiment sur l'annulation de la rupture conventionnelle. Ok. On se lance sur le dernier. Coralie, du coup, c'est à toi. Oui, on attend je sais pas, Audrey est en train de l'écrire. D'Audrey, ouais. Mais concernant la clause de non-débauchage. Alors, la clause de non-débauchage, c'est un peu la même réponse. D'ailleurs, elles peuvent être apparentées à des clauses de concurrence. Donc, ma réponse est un peu la même. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre je vais pouvoir sanctionner cette clause si elle est violée et est-ce que je peux obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle que j'ai conclue. Et c'est pour ça que peut-être étayer les conventions pour se prémunir de moyens de preuve en disant s'il y a cette situation-là, je ne conclurai pas, ça peut être à réfléchir.
Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est pas totalement identique. Parce que par exemple, la violation d'une clause de non-concurrence ou d'une clause de débauchage, lorsque le salarié conclut la rupture conventionnelle, il n'a peut-être pas encore commis ce fait. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément une cause d'annulation de la rupture conventionnelle. Alors que s'il a menti d'entrée de jeu sur un élément sans lequel l'employeur, qui ferait que l'employeur ne conclurait pas, c'est au moment de la rupture conventionnelle et ça peut donc, comme on le voit dans cet arrêt, aboutir à son annulation pour dol. Donc voilà, ce sont des sujets encore une fois proches, mais ne les confondez pas quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Ok. On passe au Coralie, du coup. Dernier sujet qui concerne le reclassement d'un salarié déclaré inapte et en particulier lorsque, dans le cadre de cette recherche de reclassement, l'employeur est amené à lui proposer un emploi qui caractérise une modification de son contrat. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'en cas de refus, il y a des conséquences particulières, surtout en ce qui concerne son salaire? C'est sur ces aspects-là que la décision vient apporter des précisions, puisque on sait, c'est constant, le Code du travail nous le rappelle, à l'issue d'un arrêt de travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Et dans le cas où il est déclaré inapte, forcément, sauf à ce que le médecin du travail coche l'une des deux cases de dispense de reclassement, l'employeur doit initier donc une recherche, la plus loyale soit-elle, pour tenter de le reclasser. Alors, vous l'avez compris, dans cet arrêt en particulier, il va être question d'une modification du contrat de travail. Et qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que le salarié va nécessairement devoir accepter cette modification lorsque le poste de reclassement proposé par l'employeur est en parfaite adéquation avec les préconisations du médecin? Que se passe-t-il en cas de refus? Donc, c'était vraiment les deux questions qui se posaient. Alors, dans cette affaire, l'apport, véritablement, si on devait l'extraire, c'est le suivant. Même si le passage à temps partiel est préconisé par le médecin du travail, donc là, en l'occurrence, c'était une salariée qui occupait un poste de vendeuse à temps plein, et dans le cadre de sa reprise de poste après un AT, un accident du travail, le médecin a préconisé un passage à temps partiel. Et donc, l'apport de cet arrêt dit que même si le passage à temps partiel est préconisé par le médecin du travail, l'employeur ne peut pas unilatéralement réduire la durée du travail du salarié et procéder en conséquence à une diminution de sa rémunération sans son accord. Autrement dit, le passage d'un temps complet à un temps partiel correspond à une modification de son contrat de travail et par voie de conséquence, l'employeur va nécessairement devoir obtenir l'accord du salarié. Par conséquent, lorsque le salarié refuse cet avenant contractuel de passage à temps partiel, en dépit, c'est ce que dit l'arrêt, en dépit de l'avis médical, la modification de son contrat de travail, donc il ne va pas pouvoir prétendre au maintien de son salaire, enfin, il va pouvoir justement prétendre au maintien de son salaire à temps plein jusqu'à la rupture du contrat. Donc sur un plan financier, lorsque le salarié refuse cet avenant de passage à temps partiel, la conséquence pour l'employeur, c'est de devoir maintenir son salaire à temps plein jusqu'à ce qu'il prenne la décision de le licencier, sauf s'ils parviennent à un accord pour le reclasser. La salariée, dans cette espèce, avait formulé une demande de rappel de salaire pour la période qui suivait son refus d'avenant jusqu'à ce qu'elle quitte l'effectif dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il s'était écoulé environ 6 mois, si mes souvenirs sont bons, donc 6 ou 7 mois tout au plus, et elle soutenait que le passage à temps partiel constitue nécessairement une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée, de sorte que si l'employeur ne souhaite pas engager la procédure de licenciement,
il lui appartient de poursuivre l'exécution du contrat aux mêmes conditions qu'auparavant et donc en maintenant la même rémunération à temps complet. L'employeur, en réponse, lui estimait que le refus opposé par la salariée n'apparaissait pas justifié puisque le poste de reclassement proposé correspondait aux préconisations du médecin du travail et que la liberté de la salariée de ne pas contracter ne saurait générer le paiement du salaire alors qu'elle n'a fourni ni travail effectif et qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur. Finalement, la Cour de cassation valide le raisonnement de la salariée et rappelle une décision bien antérieure de 2011 en l'occurrence. Elle rappelle que l'employeur ne peut pas unilatéralement imposer aux salariés une durée de travail inférieure, donc à temps partiel, et procéder en conséquence de manière autoritaire à une diminution de la rémunération sans l'accord du salarié. Donc ça fait écho, comme je le disais, à une décision de 2011, donc la position de la Cour de cassation elle est constante à la matière, puisque le régime de la modification du contrat de travail, certes on pense que ça doit recevoir application, mais ça ne peut pas se faire au détriment et sans la sollicitation de l'accord du salarié. Alors, cette thématique, simplement, me permet de faire un petit laïus, un petit rappel, si on sort du cadre purement des modifications du contrat de travail, en matière de changement simplement des conditions de travail. Souvenez-vous, c'est aussi constant, donc il y a une décision de 2011 qui le rappelle. En 2011, la Cour de cassation, elle avait répondu à la question de savoir finalement, est-ce que le refus du salarié dans le cas d'un reclassement qui n'entraîne qu'un simple changement des conditions de travail doit être considéré comme fautif ou pas. Et la Cour de cassation avait décidé que le refus du salarié, dans le cas où le reclassement n'entraîne qu'un simple changement des conditions de travail, le refus du salarié ne peut pas constituer en soi une faute. Et donc, le licenciement pour cause est réelle et sérieuse et dépourvu de fondement. Donc, c'est une thématique assez précise, certes, mais pour l'employeur, ça implique quand même de redoubler de vigilance, alors que censément, dans sa recherche de reclassement, il est tenu à une obligation de le faire de manière loyale. Mais là, finalement, il se retrouve sans possibilité de reclasser le salarié parce que le salarié le refuse sans véritablement de justification, sur la simple base du fait qu'il perd en rémunération. Donc, faut pas trop tarder dans ce cas de figure, licencier en prenant soin de rappeler tous vos efforts en recherche de reclassement dans la lettre. Voilà. Alors, je vois une question de Stéphanie. Ouais. Moi, je me permets peut-être, Coralie, si tu veux bien prendre la parole, parce que pour tout vous dire, moi, c'est un sujet c'est un arrêt que j'ai identifié immédiatement comme étant une bombe, Ouais. dans la mesure où, et alors, ce que je vais dire n'engage que moi. Je trouve que depuis quelques mois, les magistrats de la Cour de cassation font un peu de la création juridico-artistique, pas forcément très bien fondée, et je pense déjà d'ailleurs aux arrêts du 13 septembre sur la question des congés payés et de l'arrêt maladie, où ils ont dit à peu près n'importe quoi en matière de droit européen. Et là, on a quand même quelque chose qui est une bombe, parce que si on se projette donc, on a un employeur qui va respecter les préconisations du médecin du travail, qui certes propose une modification, mais c'est une modification qui est demandée par le médecin du travail, même si c'est certes une modification du contrat de travail, en l'occurrence la durée. Et ceci dans le cadre d'un avis d'aptitude, avec réserve, pas d'inaptitude. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas, en principe, licencier derrière sur le fondement de l'état de santé. Et la Cour de cassation donc dit, comme il y a un droit absolu aux salariés de refuser une modification du contrat de travail, parce que finalement c'est ça la logique, vous devez reprendre le paiement du salaire. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises ? Je vais vous prévoir un petit peu l'avenir. Vous allez avoir certains dossiers où ça va même être une manœuvre de certains salariés qui vont obtenir ce type de décision, sachant qu'on va leur proposer une modification de contrat de travail, qu'ils vont refuser, et ils vont vous dire, vous me devez néanmoins le salaire, et en même temps, si vous me licenciez, je vais aller attaquer votre licenciement, et peut-être à juste titre d'ailleurs, parce que vous me licenciez alors que vous n'avez pas d'avis d'inaptitude.
Et en même temps, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole, une stratégie que les employeurs vont être contraints de tenir, parce que sinon ils vont se retrouver avec des salariés, en l'occurrence ici, on ne le dit pas pour l'instant, sur des très longues périodes, à les payer à temps plein alors que la personne est à temps partiel. Et si vous faites ça sur un nombre incalculable de salariés, je ne vois pas comment on s'en sort dans la gestion de l'entreprise. Et je dis que c'est totalement inique comme décision, parce que la Cour de cassation prend comme boussole de dire il y a modification du contrat de travail, ça ne peut jamais s'être imposé, oubliant totalement que c'est lié à l'état de santé et à une préconisation du médecin du travail, et oubliant totalement autre chose, c'est que quand un salarié est inapte, il y a une règle spécifique dans le Code du travail qui prévoit la reprise du paiement de salaire au bout d'un mois. Il y a une règle spécifique parce que sinon, à défaut de travail, il n'y a pas de salaire. Or ici, l'absence de travail sur une partie, elle ne vient pas d'une décision de l'employeur, elle vient d'une préconisation médicale qui s'impose à lui. Et pourtant, on va lui dire, vous allez payer le salaire quand même, malgré tout, parce que le salarié a parfaitement le droit de refuser. J'évoque la règle applicable en cas d'inaptitude, parce qu'il a fallu une règle spéciale, parce que sinon, il n'y a pas de raison à payer un salaire pour un temps de travail qui n'est pas effectué. Donc cette position de la Cour de cassation, elle est non seulement juridiquement très contestable, mais en pratique, on peut se demander comment les entreprises vont s'en sortir. Parce que la seule solution, et ça sera dossier par dossier que le risque devra être évalué, ce sera peut-être de dire, je pars sur un licenciement, au risque que ce licenciement soit considéré même comme nul, et pas comme simplement sans cause réelle sérieuse, puisque la personne est apte, et pas inapte. Je pars sur un licenciement malgré tout, au prétexte, au motif qu'elle me met dans l'impossibilité de respecter les préconisations, le salarié me met dans l'impossibilité de respecter mon obligation de sécurité, mon obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. Donc certes, elle en a le droit, mais j'estime que c'est un motif de licenciement. Et ça, on ira le plaider devant le Conseil de prud'homme peut-être, dans certains dossiers, et on arbitrera le risque en fonction des deux risques, c'est-à-dire je garde une personne sur un nombre de mois, voire d'années, à la payer à temps plein alors qu'elle est à temps partiel, ou je coupe la rupture, je procède à la rupture du contrat de travail, quitte peut-être à payer 6 mois de salaire d'indemnité de licenciement nul, par exemple. Mais cet arrêt est effectivement une bombe, à mon avis, parce ça risque d'être une base de stratégie, à mon sens, de certains salariés dans beaucoup de dossiers, et les employeurs vont être contraints de choisir entre les risques. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté parce que pour bien illustrer les conséquences de cet arrêt et à mon avis, son importance pratique à l'avenir, ce d'autant plus c'est un arrêt qui, à mon avis, est totalement mal fondé juridiquement parlant, mais ça n'est que mon avis. Voilà. Donc voilà, attention à ce type de cas, ayez maintenant un réflexe, même si un salarié, même si vous avez une décision du médecin du travail, dès lors que ça constitue une modification du contrat de travail, on risque de vous imposer cet arrêt et vous risquez de devoir prendre des décisions en évaluant vos risques. Après, en bonne pratique, en bon réflexe, le salarié oppose un refus. Moi, systématiquement, je prendrai le réflexe de contacter le médecin du travail et de lui en faire part et de lui demander. C'est ça. Et éventuellement, de faire repasser le salarié devant la médecine en essayant, mais le problème, c'est que tout ça est hypothétique, en essayant pour le coup qu'il transforme en avis d'inaptitude qui vous permettrait de sortir du dossier. Voilà. Mais ça, moi, ce que j'évoquais comme hypothèse, c'est où on n'y arrive pas. Parce que si le médecin est déclaré apte, rien ne nous assure qu'il serait prêt à changer d'avis quelques semaines après et le déclarer inapte avec le même état de santé. Voilà. Et c'est là où, comme je le disais, vous serez obligé de choisir entre vos risques. Voilà pour cet arrêt. Eh ben merci à tous les deux pour ce webinaire très intéressant effectivement. C'était le dernier de ce premier semestre. On se revoit donc le 12 septembre pour le prochain webinaire. Merci à tous et puis je vous souhaite de passer d'excellentes vacances pour ceux qui partent en vacances maintenant et puis pour les autres qui partent en août, patience. Patience et courage, on va y arriver.
Bonnes C'est ça, on vacances va à y tous. arriver. Bonnes Bonnes vacances. vacances. Au revoir. Au revoir.